canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qu'on connaît sans vraiment connaître. C'est ce que je disais à mon invité hors caméra. Ce quelqu'un, si ça veut dire quelque chose, c'est Brunus. Le livre, parce que c'est un livre à la base, Brunus et le cinéma, dans la collection Le cinéma des poètes, édité chez Nouvelle Édition Place. Et l'auteur de cet essai, c'est Alain Cate, qui a accepté donc de venir pour en parler. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, je vais très bien. Aussi bien que vous, j'espère, ça va. Oui, tout va bien. Alors, je rappelle que vous êtes conférencier et directeur du cinéma Jacques Brel à Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise. Vous êtes auteur de plusieurs livres de cinéma, dont Sacha Guitry, Vérité, Représentation, Simulacre et Le crime de Monsieur Lange. Il y a un rapport d'ailleurs avec Brunus. Autopsie d'un meurtre publié en 1999 et 2010 aux éditions du Céphale. Et vous préparez d'autres projets, etc., etc. Alors, je veux juste vous poser une simple question. Comment vous avez croisé ce personnage? Enfin, en tout cas, Brunus, est-ce que vous l'avez croisé au cinéma, à travers des textes, à travers sa poésie? Enfin, comment ça s'est passé? Et puis surtout, à quel âge? Ah, c'est pas une simple question. Je l'ai découvert par touche. Alors, je dis pas que c'est comme de sa façon de procéder aussi, parce qu'il a été on le verra, très entier dans tout ce qu'il a fait. Mais je l'ai découvert par touche et progressivement. Alors, d'abord sans savoir vraiment qui c'était, parce que c'est un acteur. Alors, pas s'intéresser à tous les acteurs, je ne m'intéresse pas à tous les acteurs que je vois, mais quand même, pour l'identifier, peut-être même pour les spectateurs, spectatrices et spectateurs, Brunus, c'est le personnage le plus. Alors on peut l'identifier par son rôle dans Partie de campagne. Hein, vous savez, Rodolphe, ce personnage tout en hauteur et en verticalité et en horizontalité, puisqu'il a un maillot rayé comme ça, qui fait la cour à Jeanne Marken dans Partie de campagne. Voilà. Et puis aussi pour les plus cinéphiles dans L'affaire est dans le sac. Et puis on le revoit, vous l'avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure dans Le crime de Monsieur Lange. Donc il y avait ce côté acteur. Et puis petit à petit, voilà, je me suis renseigné et je me suis aperçu qu'il était plus important, alors je dis pas acteur, c'est capital, mais qu'il avait fait beaucoup de choses, comme on le disait, c'est quelqu'un qui a été très nombreux, voilà, il a fait beaucoup, et je l'ai découvert tardivement, tardivement, j'ai peut-être une trentaine d'années, c'est un personnage assez mystérieux, et c'était d'autant plus difficile qu'il a brouillé beaucoup les pistes, c'est-à-dire que pour vouloir s'intéresser à Brunus, faut le vouloir, quoi. D'abord, il avait des pseudonymes, donc c'est très difficile à attraper. Il a fait beaucoup de choses et il n'a pas été très connu, comme vous le rappeliez, du grand public. Alors, on peut en parler ou peut-être on peut en parler après, mais allez-y, je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Le fait que ce soit, alors c'est donc un acteur, ça a été un journaliste, ça a été un théoricien, il a beaucoup fait de théories sur le montage et bien sûr mis sa théorie en pratique. C'est quelqu'un qui a été très actif dans les milieux professionnels, syndicaux, ça a été quelqu'un qui a été très proche du mouvement surréaliste, qui a co-réalisé, coécrit, on va en parler, des films, 4 films, qui sont 4 films courts et sans vraiment des vedettes. Donc c'est très difficile d'identifier historiquement un personnage comme Brunus. Il part en 1940 en Angleterre, ce sera une des voix, où il va tourner d'ailleurs, ce sera une des voix de la BBC. Les Français parlent au français, Brunus fera partie de... Donc voilà, c'est quelqu'un en même temps voilà, qui est très difficile à identifier. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment vous ayez été très sensible à sa manière de regarder le monde, sa manière de regarder le cinéma, à ses créations? Ça a été quoi le déclic qui a fait que vous vous êtes dit il y a quelque chose avec ce personnage? Alors il y a quelque chose avec ce personnage et vous avez raison, ça va même plus loin que Brunus. C'est-à-dire je me suis intéressé à la question ce qu'on pourrait appeler des inconnus célèbres ou des célèbres inconnus. C'est-à-dire des gens qui sont très importants dans la profession, dans l'histoire du cinéma ou de la littérature, et qu'on ne connaît pas. Vous savez, il y a plein de techniciens comme ça qui ont tourné, qui ont été très importants, avec des très grands réalisateurs. Il y a plein de personnes, de scénaristes, voilà, de journalistes. Et Brunus en faisait partie. C'est-à-dire quelqu'un d'important
qu'on ne connaît pas. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Je pense que vous avez toujours fait cette expérience de dire, bah tiens, quand vous citez quelqu'un, il faut qu'il soit important. Sinon, il y a pas de, voilà, ça ne correspond à rien. Si vous dites j'ai mangé avec Robert Dupont, ah ouais, bon, d'accord. Mais je vous jure, il est important, Robert Dupont. Il a travaillé. Oui, d'accord. Bon, bah passons à le sel, quoi. Mais donc voilà, Brunius, ça faisait un petit peu partie de ça. Voilà. Alors, il y a bien sûr d'autres personnes qui avaient travaillé avant sur Brunius. Il y a un très beau livre de Jean-Pierre Pagliano qui est paru en 1987. Il y a eu une thèse aussi qui a été faite. Hein. Je n'ai pas découvert Brunius, bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit que ça serait intéressant d'en faire un livre? Alors, c'est en discutant avec la directrice de collection, Carole Orway, qui a mis en place cette très très belle collection. Voilà, on discutait, elle m'avait proposé d'écrire dans la collection. Et souvent, on se connaissait, on se croisait, et on parlait de Brunius. On parlait de Brunius en lien d'ailleurs avec Prévert, puisque c'était un de ses sujets de prédilection. Et puis c'est venu comme ça, dans une discussion, mais pourquoi pas Brunius et le cinéma? D'où vient Brunius? Est-ce que l'enfance qu'il a eue, c'était une enfance qui, comment dire, quand on étudie sa biographie, qu'on s'intéresse à son enfance, est-ce qu'il y avait effectivement des signes, des connexions avec ce qu'il est devenu ensuite plus tard? Ben, apparemment non, puisqu'il se prépare. Alors, il est né pour des repères biographiques, il est né en 1906, il est mort en 67, donc très jeune. Et non, il se dirigeait il faisait des études d'ingénieur et puis il va voilà, rencontrer le cinéma, il va fréquenter le cinéma et c'est quelque chose qui va lui donner, il va prendre cette direction, voilà, au début des années 20, il va écrire, il va rencontrer Edmond Télégreville, il va rencontrer un peu plus tard, il rencontrera Desnos, voilà, voilà, ce sont des rencontres qui commencent à écrire et qui commencent à s'intéresser et théoriser et après pratiquer le cinéma et particulièrement le montage. Voilà. Mais c'était quoi le cinéma qu'il aimait? C'était quoi le cinéma qui l'intéressait et pour lequel l'aspect dont il trouvait qu'il avait un avenir? Alors c'est très étrange parce que Brunius en même temps est quelqu'un qui écrit bien, ces articles sont des articles littéraires. Et en même temps, très curieusement, il va passer à côté de beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, il n'est pas très fan de Germaine Dulac. Pour lui, le Napoléon d'Abel-Gance, par exemple, c'est quelque chose où la caméra fait beaucoup de mouvements, ça donne le torticolis au spectateur, enfin des choses, voilà, des choses comme ça. Mais Dreyer, il n'aime pas le Jeanne d'Arc de Dreyer. Alors je vais vers le moins là. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire dans ses critiques, dans ses analyses, c'est qu'il va dépenser autant d'énergie et de bonne énergie à expliquer ses rejets qu'à expliquer ses adhésions. Et ça, c'est passionnant à lire. C'est pas uniquement quelqu'un qui exécute, c'est quelqu'un qui est surtout pas objectif. D'ailleurs, quand on va rééditer ses écrits, lui va, éditer ses écrits plus tard. Et il y a une phrase qui sera en exergue qui dira qui se vante d'être subjectif n'est qu'un vilain imposteur. Et Brunius, ça a été ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de parti pris. Il va, alors, quand même, pour répondre à votre question aussi, c'est quelqu'un qui, au début des années 30, va être fortement attiré et intéressé par les positions de Jean Vigo, particulièrement le point de vue documenté que Vigo écrit vers un cinéma social. Voilà. Un cinéma proche du réel, voilà. Vigo avait une formule, alors il faut faire attention aujourd'hui parce que c'est pas correct, c'est un cinéma qui mange de la viande. Voilà, un cinéma qui est proche des gens, qui s'accroche au réel, voilà, un cinéma qui fréquente le monde. C'est ça qui intéresse beaucoup aussi Brunius. Donc il était très proche de ça, de cette voilà, de ce point de vue documenté que Vigo prendra plus tard. Alors, c'est paradoxal parce que vous disiez que, et vous l'écrivez d'ailleurs, il n'aime pas le Napoléon d'Abel-Gance, il n'aime pas la Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, mais il aime plutôt Vigo et la vision documentée de Vigo. Et en même temps, quand on trouve ces trois cinéastes ont un point commun, c'est qu'ils ont une manière de filmer le corps comme un acte extrêmement politique aussi. Et je crois que Brunius n'était pas forcément quelqu'un qui était insensible à l'acte politique. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui a été alors politique et je parle des surréalistes. Il a été très proche des surréalistes, sans faire partie du mouvement des surréalistes. Il est resté longtemps très très proche
de Breton. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup. Alors j'ai dit ce qu'il n'aimait pas. Enfin, je dis pas. En plus, il parlait des films en particulier. Il parlait pas spécialement des auteurs là-dessus. Mais par exemple, il aimait beaucoup Buñuel. Il aimait beaucoup René Clair. Voilà. Aussi. Donc oui, il y a quelque chose de paradoxal, mais finalement, ça, c'est un regard qu'on a historique. C'est-à-dire que je serais curieux de savoir à l'époque, enfin, j'ai pas tout réétudié, qui était complètement sensible au Napoléon d'Abel Gance. Il est revenu sur ses positions, hein, plus tard, sur pas mal de positions, Brunius. Donc oui, il y a un paradoxe, mais bon, j'aime bien cette phrase qui dit « je préfère être un homme de paradoxe qu'un homme de préjugés ». Donc peut-être c'était ça aussi. Voilà, c'était ça aussi. Mais vous voyez, c'est intéressant aussi ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a ce côté insaisissable, c'est-à-dire que c'est pas un bloc, c'est pas voilà, j'aime pas. Il y a comme ça des passages, des passages entre les œuvres et entre les gens qui sont en effet assez curieux. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans le livre, vous dites à un moment que on a souvent considéré Brunius comme un touche-à-tout, et vous offusquez du fait que pour qu'on n'ait jamais associé ça à un gars comme Jean Cocteau, par exemple. Et c'est ça qui est très beau, c'est quand on revient sur Brunius, c'est sur le fait qu'il est vraiment qu'il a eu besoin de plusieurs figures artistiques pour comprendre le monde, et non pas un touche-à-tout finalement. Et moi, la question, enfin, ce qui m'avait semblé super attrayant, c'est de savoir que ce genre de situation-là, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce serait compliqué. Vu qu'aujourd'hui, il faut toujours catégoriser, il faut qu'il y ait des cases, c'est très important, on dit souvent documentaire, fiction, alors que finalement, ce sont que des films. Et il y a toujours cette idée de vouloir mettre des cases. Et j'ai l'impression que quelqu'un comme Brunius, je ne sais pas s'il aurait pu exister vraiment aujourd'hui dans ce monde en faisant ce qu'il voulait et en construisant son regard sur le monde à travers des figures, différentes figures artistiques. Et j'imagine que cette configuration-là, j'ai deux questions. Cette configuration-là, elle était évidente à son époque, mais est-ce qu'elle le serait aujourd'hui? Non, je suis d'accord avec vous. Alors maintenant, à savoir ça, si elle était déjà évidente à cette époque, à son époque, j'en sais rien, mais je suis d'accord. Il y a un côté, à un moment donné, il faut faire une chose et s'y tenir. Ce qu'on vous apprend à l'école, ne t'éparpille pas, vas-y, sois concentré et tout. Et cette accusation on l'a dit par exemple pour Boris Vian, en disant c'est un touche-à-tout. Enfin, je veux dire, m'a toujours paru assez. Oui, vous avez employé le mot, offusquant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il n'aurait fait qu'une chose, il aurait été bon. Enfin, je veux dire, il a fait plusieurs choses, mais surtout, touche à tout impliquerait que Brunius n'ait pas fait les choses jusqu'au bout. Ce qui est faux. Il s'est investi dans chaque chose, que ce soit l'écriture, le montage, le tournage. J'ai dit, il était très actif dans les, comment on appelle ça, dans l'industrie cinématographique, dans les mouvements syndicaux, professionnels. C'est quelqu'un qui était important. Et donc, voilà, ce mot-là, en effet, me gênait beaucoup. Et oui, alors aujourd'hui, ce serait carrément, évidemment, je veux dire, ce serait carrément, voilà, qui c'est celui-là, quoi. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout, quoi. C'est-à-dire, voilà, on sait pas. Oui, c'est exactement. Et d'ailleurs, il a joué dans le Spoons. Eh ben oui, il fait un petit rôle, je crois, dans le. Oui, alors il a tellement fait d'apparitions. Vous avez raison, il a fait tellement d'apparitions. Oui. Pardon, je dis le Spoon parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, la phrase que vous venez de dire, c'est lié c'est Charpin, c'est ça, Charpin, oui, qui dit à Fernandel qu'il est, c'est pas qu'il n'est pas bon à rien, c'est qu'il est mauvais à tout, quelque chose comme ça, si je me trompe. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permis de dire, il a joué dans le Spoon. Je crois. Oui. Mais qu'est-ce qu'il cherchait, Brunius? Il cherchait quoi? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il cherchait quelque chose, il cherchait à travailler. Je pense vraiment, s'il avait eu, alors c'est toujours facile de dire s'il avait eu envie de faire un long métrage, il connaissait suffisamment de gens et d'acteurs pour s'inscrire là-dedans. Je pense qu'il cherchait juste, j'allais dire à vivre, c'est-à-dire à vivre ses passions, le montage qui l'intéressait. Et ces œuvres, on va sûrement en parler, ne sont pas des œuvres secondaires, ce sont des œuvres qui sont capitales, même ne sont pas connues du grand public. Je veux dire, il a travaillé avec des gens aussi importants que Desnos, il était très ami avec Desnos. Il a marqué énormément des cinéastes, hein, on en parlera aussi. Resnais a été énormément marqué, ne serait-ce que pour
pour ses documentaires, par Brunius, bien sûr, là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il cherchait quelque chose. Il cherchait simplement à être en conformité avec ce qu'il avait envie d'être. Je ne pense pas que Brunius était un carriériste là-dessus. Parce qu'il avait tout, il avait tout à sa disposition, finalement, là-dessus. Il connaissait tout le monde. Donc, et quant à savoir, je sais pas, alors là, est-ce qu'il en a souffert? Je pense pas. C'est quelqu'un qui était quand même extrêmement présent. Voilà, c'était quelqu'un qui était présent dans la profession. Comment vous avez travaillé dans le livre pour essayer de comprendre ces différentes contributions, collaborations artistiques? Qu'est-ce que vous avez beaucoup plus mis en avant? Qu'est-ce qu'il a créé dans le cinéma, dans la poésie, mais aussi il a été traducteur. Comment ça s'est orchestré tout cela? Ça a été, comme je disais, par touche. Alors, d'abord, j'ai découvert ses écrits. J'avais jamais lu, donc j'ai redécouvert ses écrits. Et puis, j'ai vu ces films qui ont été, je sais pas si on le voit, réédités en DVD. Il y a quatre films, les films qui sont des films français, puisque ces films, j'ai pas pu voir les films qui étaient des films qu'il a fait en Angleterre, mais ces 4 films. Donc voilà, j'ai procédé aussi par touche, et ce que vous dites est important, ça a été aussi un moyen j'allais dire, d'apprivoiser aussi ce personnage. Je ne le connaissais pas totalement. C'est-à-dire, quand vous travaillez sur quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, quand on travaille sur Renoir, on a une vision peut-être un peu plus globale, ou sur Vigo. Là, Brunius, j'étais aussi dans je savais qui c'était, mais je ne savais pas tout ce qu'il avait fait. Donc c'était aussi une façon, en écrivant, j'ai aussi découvert tout ça. Ça a été aussi une sorte presque d'auto-formation d'écrire ce livre. Ah tiens, il a fait ça aussi, je me penche là-dessus. Il a fait tel film, ça c'est en lien. Ah, voilà, il a tourné voilà. Donc c'était comme ça de reconstruire, de raccrocher comme ça les wagons au fur et à mesure de l'écriture du livre. Et qu'est-ce que vous découvrez alors en tant que Brunius, en tant que réalisateur? Vous découvrez quoi sur ces films? C'est compliqué ce que je découvre sur ces films. Je découvre déjà quelque chose qui est du domaine de l'audace. C'est quelqu'un d'assez audacieux dans la forme, dans la façon de penser le cinéma. Alors il faudrait voir des scènes, c'est toujours un peu abstrait. Voilà, je découvre quelqu'un, en fait, j'aime bien ce terme, je trouve quelqu'un qui fréquente le monde, c'est-à-dire qui est en phase absolue avec le monde dans lequel il vit. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un d'aigri qui dit voilà, je fais pas de long métrage, tout. C'est quelqu'un qui se donne à fond dans ce qu'il fait et qui met les mains. Voilà, c'est ça. Comme disait Apollinaire, il enchante la matière. C'est-à-dire le premier film sur lequel il travaille, qui est un film sur je vais y arriver, sur le bagne de Cayenne, là-dessus, Autour d'une évasion, est un film qu'il fait de montage à partir de rushs qui sont déjà faits. Et je trouve que c'est vraiment à son image. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va s'emparer d'une matière qui est une matière un peu, je dis pas brouillonne, mais en fusion comme ça, pour remettre de l'ordre, voilà, pour remettre de l'ordre dans ce chaos-là. Et je trouve que c'est un peu à l'image de tout ce qu'il a fait. Il y a quelque part, page 35, vous écrivez, c'est sur le moment où vous parlez de lui en tant que monteur. D'ailleurs, vous avez utilisé ça, le roman d'un monteur, où les collages forment la jeunesse. Vous écrivez ce qui l'intéresse. Alors, Renoir donc confie le montage de documents d'actualité qui doit figurer dans La vie est à nous à Brunius. Et plus loin, vous écrivez ce qui l'intéresse particulièrement n'est pas tant de remettre de l'ordre dans ce qui est éparpillé, mais de chercher la juste transition sonore et visuelle par l'association du rythme de la parole et de la pensée au rythme de l'image. Parole et image, les deux tiennent un même rôle, se soutiennent, s'illustrent mutuellement, se distancient quelquefois pour mieux se refondre. Pour lui, le montage est l'assemblage raisonné ou le mariage parfois forcé d'images et de sons qui s'ignorent les uns les autres et qu'il faut ordonnancer afin qu'ils deviennent un nouveau langage. C'est ça, ça pourrait s'appliquer aussi dans son travail en tant que traducteur, dans ses poésies, même aussi dans sa manière de jouer aussi, sa gestuelle. Est-ce que ça pourrait sera cette recherche du rythme?
Oui, 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 mais alors vous avez raison sur la question du rythme. On le voit aussi dans la question de l'écriture, de la façon dont il écrit, est aussi une façon, j'allais dire, très rythmée là-dessus. Donc, assembler des sons et des images, leur donner un sens, c'est aussi ce qu'il fait en assemblant des mots, c'est-à-dire avec ce choc-là. Et je prenais l'exemple d'Autour d'une évasion, c'est exactement ça. Voilà, je suis en face d'un monceau d'images. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est-à-dire, il faut que j'en donne du sens, que je leur donne là-dessus. Alors, en 2 mots, je prends l'exemple d'Autour d'une évasion. Ce sont des rushs qui ont été tournés par un documentariste italien qui va. Le projet est autour du bagnard Dieudonné. Vous savez, Dieudonné, Dieudonné, qui a été accusé à tort de complicité dans l'attaque de la Société Générale 1911 de la bande à Bono. Il va au bagne et donc Cesare Silvani, ce cinéaste, va filmer, va engranger des images et puis il va pas trop savoir quoi faire de ces images et il va refiler ça à Brunius qui va s'inspirer d'un projet justement que Jean Vigo a fait avec cet ex-bagnard et il va ordonnancer ses ruches. C'est intéressant parce qu'on a fait ce côté un peu ruche chez Brunius, de façon à donner en effet à reconstruire ça. Donc il va assembler des plans, il va prendre des plans qui se passent au bagne et puis il va les assembler dans des raccords de mouvement avec des choses qui se passent à Paris, le rendre très politique, c'est-à-dire que filmer des ouvriers finalement, refilmer des ouvriers qui travaillent avec cette idée de dire voilà le bagne ça peut être aussi politiquement ce que des gens vivent ici et raccorder. Voilà, il y a toujours ce jeu qui est pas un jeu peut-être de ping-pong, je sais pas, un jeu de lien comme ça, de choc des images, qu'il aime faire constamment. Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que j'ai omis de signaler, mais qui est très important, c'est par rapport au fait qu'il ait été aussi théoricien. Et il y a un livre très important que vous évoquez que vous surlignez d'ailleurs dans le livre, dans votre livre, c'est En marche du cinéma français. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce livre-là qui est passionnant et impressionnant aussi? Oui, alors En marche du cinéma français, alors justement ça a été aussi réédité aux éditions L'Âge d'Homme, dans la même collection que le Brunius de Pagliano. Et donc c'est un recueil donc d'articles là-dessus et de projets aussi qu'avait Brunius. Et il y a d'ailleurs un texte assez passionnant qu'il avait fait qui s'appelle alors ça s'appelait dans l'ombre où les regards se nouent. Voilà, ça s'appelait comme ça. C'est quelqu'un qui était aussi très, très, très passionné par tout ce qui passionnait aussi les surréalistes, c'est-à-dire le rêve, le sommeil, c'est-à-dire l'expérience du spectateur au cinéma, qui est aussi une expérience comme ça, presque hypnotique. Donc, il développe beaucoup cette idée-là. Il avait d'ailleurs un projet de film sur le sommeil, là-dessus, sur cet état de veille et de rêve. Ouais. Donc, en gros, voilà, c'est un recueil où justement, ce que je disais tout à l'heure, une des premières phrases de ce recueil, alors je l'ai retrouvé là exactement, qui se targue d'objectivité ou d'impartialité n'est qu'un vilain petit imposteur. Donc voilà, on voit bien comment n'allons pas chercher de choses objectives, subjectives, oui, objectives. Ce que revendique Brunius, c'est lui, c'est son avis, c'est ce qui vient de lui, quitte parfois à aller très très loin. Vous écrivez dans le livre que s'il y a bien quelque chose qui l'intéresse, c'est lorsqu'un cinéaste fait fi des considérations des décideurs, des financiers, mais aussi du public. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que si Brunius vivait encore aujourd'hui, je pense qu'il aurait très mal à la tête. Non, mais ça, je suis entièrement là-dessus. Ça n'a pas beaucoup bougé, c'est-à-dire ce côté de, oui, c'était presque ce côté de penser. Alors, on va peut-être sortir un peu de Brunius, mais penser à la place des autres, c'est-à-dire en effet des financeurs. Ça ne plaira pas au public, ne le faites pas. Je sais ce qui va fonctionner, c'est-à-dire comment on peut justement construire cette production sur pas quelque chose d'assez uniforme. Donc ça, oui, bien sûr, c'est un truc qu'il déteste absolument, qui vient peut-être aussi, je sais pas, de sa fréquentation avec les surréalistes, mais à un moment donné, oui, bien sûr, il y a un moment voilà, c'est un peu ça, avec peut-être toute proportion gardée, ce que pouvait faire Guitry à ses débuts, en disant, puisque ça ne se fait pas, faisons-le, quoi, allons-y, quoi. Voilà, faisons fi de toutes ces consignes. Ouais.
Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui ce soit quelqu'un qui ait été complètement, n'ayons pas peur des mots, c'est vraiment quelqu'un qui est assez oublié, Brunus, j'ai l'impression, sauf vraiment pour des personnes qui travaillent sur le surréalisme ou alors sur certains aspects du surréalisme, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je devais par exemple vous demander est-ce qu'il y a des connexions avec certains artistes d'aujourd'hui qui se revendiquent des travaux de Brunus, est-ce que ça existe? Faut que je réponde là. Oui, c'est pour ça que je pense que comment on peut expliquer qu'un personnage tel que ce Brunus qui était juste quelqu'un de très éclectique ait pu comme ça être oublié progressivement? Ben, je pense que ce qu'on disait un peu au début, c'est quelqu'un qui n'a pas marqué. À un moment donné, il faut trouver le moyen de marquer le public. Et Brunus n'a pas tourné. Alors déjà, ce que je disais, il a beaucoup brouillé les pistes. Hein, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de pseudonymes, Jacques-Bernard Brunus, Borel, tout ça. Donc, on a presque l'impression qu'il y avait une volonté chez lui de brouiller ces pistes-là. Là-dessus, pas de long métrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on cherche Brunus dans une filmographie voilà, des années 30, on ne trouve pas. Enfin, je veux dire, de films de long métrage. Il ne tourne pas avec des vedettes, c'est-à-dire, on va imaginer qu'un metteur en scène inconnu qui aurait tourné avec Gabin resterait quand même à un moment donné dans l'histoire. C'est pas le cas de Brunus là-dessus. Il passe voilà, entre ces mailles-là. Donc ça complique terriblement son identification. Je pense que c'est essentiellement ça. Il disparaît en même temps. Finalement, il reste en France dans les années 20, les années 30. Il disparaît après en Angleterre. Donc voilà, il est toujours insaisissable. Il meurt jeune. 61 ans, je crois, 61 ans, je pense. Oui, c'est ça, 61 ans, ce qui est assez jeune. Alors, c'est toujours facile de dire, mais s'il avait vécu, il aurait... Enfin, c'est rien, quoi, là-dessus. Donc, rien n'aide, cette identification. Et vous l'avez justement dit, même parmi des personnes extrêmement cinéphiles et pointues, parfois Brunus, oui, ça me dit quelque chose. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de Brunus à l'époque, hein, comme il y en a dans toutes les époques, c'est-à-dire des gens, encore une fois, très importants dont on ne parle pas. Et c'est grâce à des personnes comme vous qui par le biais d'un travail et qui donne un livre, ça donne un éclairage sur aussi une période et il y a toujours quelque chose à déterrer, on va dire ça comme ça. C'est ça qui est assez passionnant. Moi, j'ai beaucoup appris. Hein. Alors, bien sûr, par les livres là dont je parlais tout à l'heure, mais en voyant ces films, en m'intéressant aux personnages, j'étais assez impressionné. C'est-à-dire que j'ai pratiquement l'âge auquel Brunus est mort et j'en ai peut-être pas fait le 30e. C'est ça. Oui, à mon âge, Brunus était mort, quoi. Donc voilà. Donc j'ai énormément aussi appris là-dessus. Ouais. Je répète, donc Brunus et le cinéma, dans la collection Le Cinéma des Poètes, édité chez Nouvelles Éditions Place, vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. J'ai omis dès le début de l'émission de remercier Carole Rouet quand même, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu, pour l'aide apportée à la conception de cet entretien. Merci beaucoup Carole. Et donc c'était Alain Cade qui était venu pour en parler, parce que auteur de ce livre. Merci beaucoup en tout cas Alain d'être venu nous en parler de ce personnage Brunus, et puis j'invite celles et ceux à se procurer le livre, parce que ce qu'on s'est dit là, c'est pratiquement peut-être 2 ou 3% du livre. Il y a beaucoup de choses qui sont narrées et questionnées dans le livre, et c'est un plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être là. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.